Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Benoît Durand, je suis manager au sein du cabinet Wavestone, membre aussi de la communauté data d'ADN West, et aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir échanger avec Francky Trichet, que je vais laisser se présenter et puis aussi peut-être rappeler le lancement de la charte métropolitaine de la donnée en ce 19 juin de l'année 2019. Pour voilà, rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrivait le lancement de cette charte-là, et puis ensuite on va discuter sur 5 points un peu clés de la charte. Très bien, donc je m'appelle Francky Trichet, je suis adjoint au maire en charge d'innovation du numérique à Nantes et Nantes Métropole. Et voilà, accélérateur de particules positives autour de cette charte de la donnée qui prend place en fait dans un contexte un peu particulier dans lequel on a déjà un cadre législatif qui existe à l'échelle européenne, à l'échelle française. Et on a des initiatives que Tudal a rappelées précédemment autour de collectifs sur l'intelligence artificielle, la donnée qui monte, la donnée qui est partout, la donnée qui s'immisce dans toutes les politiques publiques et aussi dans le privé pour gérer les villes. Et le privé s'intéresse à la donnée comme étant le carburant de la ville. Et on voit bien que ce contexte-là, couplé avec un contexte réglementaire européen, le RGPD, la montée en puissance de tout un tas d'actualités où les gens se posent la question sur la donnée en étant dans une situation paradoxale où la plupart produisent beaucoup de données sur les réseaux sociaux et autres et sont dans un réflexe très protecteur par rapport à leurs données personnelles, voire de défiance par rapport à la collectivité. Donc on est dans un paradoxe assez fort et marqué. Et de là est venue l'idée de se dire en quoi les territoires, malgré le cadre législatif européen et français avec la loi Le Maire, comment nous on peut aussi s'engager sur des valeurs, sur poser un cadre, je vais lancer le mot sur réguler potentiellement la production de la donnée publique ou de la donnée qu'on appelle nous, qu'on a qualifiée d'intérêt métropolitain, qui est un peu plus subtil que l'intérêt général, puisque en fait c'est une donnée qui va à un moment donné impacter les politiques publiques territoriales. Et de là est partie l'idée avec un ensemble d'acteurs. Donc initialement le collectif Naonedia autour de l'intelligence artificielle qui a posé en fait une charte de l'intelligence artificielle métropolitaine pour donner un cadre de développement de ce que doit être l'IA pour éviter de fabriquer un ou des monstres sur lesquels on ne serait pas forcément satisfait dans quelques années. Donc toujours sur une logique collaborative avec du public, du privé, partager des valeurs, poser un cadre et après transformer cette charte sur des objets très concrets, très formels qui sont des éléments qui vont être adossés en fait à des marchés publics, voire à des supports de cadres de convention avec des partenaires privés et ou publics avec qui on travaille déjà sur certains projets. Donc on est dans un cadre, un contexte assez mouvant, un contexte politique aussi dans lequel la donnée devient un enjeu non plus technique comme on l'a vu avant avec Tudal, mais un vrai enjeu de société politique. Je pense que 2020 va montrer que la donnée et tout ce qui s'ensuit va devenir un objet politique. Et moi je revendique le fait que la donnée c'est un objet politique, pas assez dans tous les territoires, mais il faut se l'approprier. Et donc à partir du moment où c'est un objet politique dans lequel on a des contraintes, des valeurs à imposer, de fait, il faut des objets formels pour pouvoir cadrer les choses et vraiment réguler. Le terme de régulation, je pense que les collectivités doivent réguler aujourd'hui cette donnée d'intérêt territorial ou métropolisée pour à la fois retrouver la confiance ou sécuriser, protéger le citoyen et aussi rendre plus efficient nos politiques publiques, puisque si on n'a pas certaines données, on ne peut pas bien travailler. L'exemple le plus connu, c'est les grandes plateformes aujourd'hui. Si vous avez un Waze qui continue à envoyer beaucoup de voitures dans une rue qui n'a pas été prévue parce qu'il y a une école et on a prévu 5 voitures à l'heure et ils en envoient 80 à l'heure, eh ben on peut pas ne pas savoir, on ne peut pas ne pas partager ces données pour de fait anticiper et voilà, fabriquer un espace public qui soit viable, sécurisé et durable. Donc cette charte, elle a vraiment pour ambition de poser certaines valeurs, j'y reviendrai par la suite, pour protéger, pour anticiper et pour réguler en fait des comportements à terme qui seraient peut-être pas déviants parce que c'est pas le sujet, mais qui seraient à risque pour mener des politiques publiques efficientes. Donc les principes qui régissent, donc en fait cette charte on l'a pas construite toute seule, on l'a construite avec donc déjà l'initiative du collectif Naonedia, donc un collectif d'acteurs divers et variés autour de l'intelligence artificielle qui a déjà posé des bases sur le développement de l'intelligence artificielle sur Nantes et Nantes Métropole. Donc on y retrouve des scientifiques, on y retrouve des acteurs du privé, on y retrouve ceux qui font de l'IA, ceux qui la pensent et ceux qui la pratiquent et qui la déploient dans des outils très concrets. Et donc ce collectif a déjà posé des principes sur l'éthique plutôt autour de l'IA. Et on a repris, en fait, on est rebondi sur ces principes de l'éthique pour aller justement plus loin sur la donnée. Et on
on a ressorti 4 valeurs fortes qui sont la souveraineté, la sobriété et la transparence. Et puis les dynamiques plutôt collaboratives pour faire émerger de nouveaux produits d'innovation. Alors sur la souveraineté, la charte, en 2 mots, elle pose un principe assez fort qui est de se dire qu'aujourd'hui, et c'était pas facile à évaluer, parce que quand on est quand une métropole comme Nantes, on a 350 applications métiers, donc avant de poser les principes, il faut peut-être savoir d'où on part et si on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied. Le fait est qu'on a évalué sur les 350 applications métiers où étaient nos données, certaines applications d'ailleurs qui sont co-gérées par des opérateurs privés. Et donc il y a eu un travail de recensement pour savoir où étaient nos données aujourd'hui, où étaient stockées ces données-là, de la propriété déjà de la métropole. S'il vous plaît. Je suis tout oui. ESAIP va avoir lieu dans le théâtre 900. Vous pouvez d'ores et déjà accéder à cette salle par le couloir rouge central. Merci. Donc un gros travail de recensement des données, où est-ce qu'elles étaient stockées. Alors on a de la chance parce que on a sur les 350 données, enfin 350 applications métiers, on n'avait qu'une seule vraiment application qui est utilisée au quotidien qui s'appelle Pay by Phone, sur lesquelles les données ne sont pas stockées en France. Donc il a fallu, et ça veut dire que grosso modo, on n'est pas mauvais. Moi je m'attendais à des choses un peu plus terribles. Et donc ce principe de la souveraineté dit qu'aujourd'hui toute application, toute donnée publique doit être stockée sur le sol français, hébergée sur le sol français, qui plus est dans nos encore mieux si c'est sur de la donnée très sensible, sur nos espaces publics à nous, sur le territoire public. Moi je crois beaucoup à cette intuition que la donnée va redevenir publique de plus en plus sensible et une nécessité de réinternaliser cette fonctionnalité et les compétences associées. Je crois que c'est l'avenir. En tout cas, ça c'est plutôt une intuition que quelque chose qui est vérifié aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui on est en train de travailler avec Pay by Phone pour dire comment au moins on peut stocker ces données-là en Europe, qui plus est encore mieux en France. Donc ce principe de souveraineté, il est pour l'instant quasiment, on va dire, une application près confirmée sur le territoire. Ensuite, on a un principe de sobriété. Donc ce principe, il consiste à dire que aujourd'hui, on a tout le développement de l'Internet des objets connectés, la ville intelligente, cette fabrique de villes. On a de plus en plus d'opérateurs qui nous donnent de la donnée, ou plutôt qui nous mettent des capteurs qui vont nous procurer de la donnée, mais voire plus qu'il n'en faut. Avec cette fuite en avant qui est de se dire c'est pas grave si vous n'avez pas l'utilité à maintenant, peut-être que stocker cette donnée-là, elle vous servira peut-être un jour. Et c'est un peu ce qui existe depuis quelques années et sur lesquels nous on met un stop. Un stop, pourquoi? Parce qu'on pense que stocker de la donnée dont on n'a pas l'utilité, au moins dans une visibilité à 3 ou 5 ans, ça sert à rien parce que ça coûte et on préfère être plus sobre sur le stockage et la préservation, même si dans 5 ans on se réveille en disant c'est dommage qu'on n'ait pas stocké cette donnée-là, c'est pas grave, on l'aura par la suite. Donc en fait ce principe de la sobriété, c'est on ne stocke que ce dont on a besoin aujourd'hui pour les applications et la mise en œuvre des politiques publiques d'aujourd'hui. Vous pouvez m'interrompre, parce que sinon je suis très bavard. En tant que citoyen, à titre personnel par exemple, je trouvais ça intéressant d'avoir un principe, parce qu'il y a 14 principes dans la charte, dont un justement sur la sobriété, et effectivement de faire le parallèle avec la transition énergétique et écologique, c'était intéressant, et la première fois que ça se manifeste assez concrètement, c'est une façon aussi de matérialiser le fait que le numérique a plein de bons côtés, mais aussi une empreinte environnementale qui est très élevée et qui par ailleurs croît beaucoup, et c'est une façon de contribuer à la sensibilisation finalement sur ce sujet-là que d'inscrire ce principe-là dans la charte de Nantes Métropole, quoi. Alors on reste dans la démarche réglementaire puisqu'on a de la donnée dont on est obligé de stocker, qui est en fait impulsée par l'État, c'est les directives patrimoniales. Ensuite, on prend des risques, mais on les assume pleinement. C'est-à-dire qu'effectivement, on va peut-être prendre des risques sur certaines données qu'on ne capte pas maintenant, et qu'on aurait besoin vraiment dans 5 ans. Mais c'est pas grave. On se dit que c'est le prix à payer pour justement avoir une inflexion sur cette empreinte numérique via le côté plutôt infra et stockage des données, puisqu'en fait, j'ai appris récemment que si Netflix s'arrêtait, on avait une empreinte qui était quasiment divisée par 2. Netflix, c'est 15% de la bande passante. Ah, d'accord. Alors moi j'étais quasiment à 50%, mais donc 15% c'est déjà énorme. C'est presque une bonne nouvelle, hein. On sait où il faut couper, voilà, c'est tout. Je dis ça, je suis méchant parce qu'on regarde aussi Netflix, mais si on veut vraiment prendre des mesures, on sait qu'à un moment donné, ce sujet-là du stockage, il est trop important. C'est bien.
En tout cas, je me permets de réagir sur le fait de fournir un cadre grâce aux principes qui sont définis dans la charte. Vu de l'extérieur, notamment notre cabinet, on trouve ça intéressant que finalement la charte soit assez synthétique. Elle crée un cadre léger et elle fournit des orientations pour favoriser l'utilisation des données sans néanmoins être un cadre trop contraignant, parce qu'il aurait pu aussi exister le piège de, par exemple, descendre jusqu'au niveau potentiellement de l'IT en parlant de format de données, et c'est là où ça peut être presque contre-productif dans ces cas-là. Autant favoriser le cadre pour que les partenaires entre eux éventuellement et avec les collectivités échangent des données, et ensuite au cas par cas on voit comment concrètement on met ces choses-là en œuvre. Vous avez raison, c'est une doctrine en fait, la charte. Même si encore une fois jusqu'à présent je pensais que c'était pas un document qui était opposable juridiquement, et on me dit l'inverse. Donc il faut que je creuse ce sujet-là depuis quelques temps. Une des spécialistes chez Rahazad, qui est la spécialiste nationale sur le sujet, me dit vous avez tort, vous pouvez utiliser ce document-là. Bon, il faut qu'elle m'explique, parce que je ne suis pas un juriste et en fait je ne veux surtout pas le devenir. Maintenant, cette doctrine, elle pose uniquement des principes qui sont partagés. Alors c'est là où c'est intéressant, par un ensemble d'acteurs. Aujourd'hui, on est à 80 signataires de cette charte, qui sont des acteurs divers et variés, qui fabriquent la ville et le territoire avec nous. Donc on a à la fois des grands groupes, je ne vais pas les citer parce que sinon c'est compliqué. On a aussi des collectifs d'associations sur la donnée. On a des gens qui sont spécialistes de la donnée, vous y êtes aussi. Il y a des gens qui produisent de la donnée, tout ce qui est au niveau de la qualité de l'air, des associations qui à un moment donné définissent aujourd'hui des outils et surtout ont de la donnée à l'échelle de différentes collectivités, et sur lesquelles cette charte en fait pose un cadre au moins de développement sur l'avenir. Et notre volonté, c'est que ce cadre, cette doctrine, déjà elle a un impact en interne. Nous, on voit déjà sur les 7500 agents de la métropole qui sont très très en silo, elle donne déjà un cadre sur vous avez chacun dans vos divisions de la donnée, parce que certains disent j'ai pas de données chez moi. Si tu as beaucoup de données, mais tu n'en es pas encore conscient, et en fait, on te donne un cadre pour justement rendre explicite cette donnée et faire en sorte qu'il y ait plus de transversalité et rendre efficient des projets comme Angers qui va être présenté tout à l'heure. Si on n'a pas ce cadre sur la donnée, ça ne sert à rien. On a deux problèmes sur ce grand projet d'Angers. C'est moi, ce que je dis, le passage à la masse, c'est comment à un moment donné on arrive à faire en sorte, en dehors du public, à mobiliser un ensemble d'acteurs pour que cette plateforme puisse à un moment donné fonctionner. Et ça, c'est comme toute start-up, c'est quoi le pivot pour passer à la masse? Que si on l'a pas, ça sert à rien de la sortir. Et le deuxième, c'est sur cette doctrine en interne sur la production de données qui doit être partagée. Et c'est pas, si on descend trop bas, c'est trop précis, parce que chacun doit s'approprier. Et je pense qu'on a trouvé le bon milieu. Et puis après, c'est comment on décline cette doctrine-là en objets très concrets sur des marchés. Alors soit sur du conventionnement, on l'a fait avec Engie d'ailleurs, il était là tout à l'heure, on a un projet H2020 avec Engie dans lequel on avait un vide juridique sur la propriété de certaines données d'énergie où on était coproducteur. Et bien, grâce à cette charte, on a vraiment été avancé et on a fait un avenant à cette convention pour à un moment donné préciser les choses. Ça peut paraître stupide, mais n'empêche que si on n'avait pas travaillé sur cette charte, on aurait laissé ce vide juridique traîner et on ne s'en serait même pas rendu compte à la fin du projet. C'est quand même assez étonnant, mais c'est comme ça. Un autre point important sur lequel on a aussi l'habitude d'insister au sein de notre cabinet, c'est que les données ont de la valeur certes quand on les stocke et qu'on essaie de les croiser, mais aussi et surtout quand elles circulent, et c'est vraiment dans ce sens-là que la charte de Nantes Métropole est intéressante. C'est ça qu'il faut vraiment créer les conditions de circulation de la donnée, puisque ce qu'on a quand même vu ces dernières années, c'est que les approches très centralisatrices, que ce soit entre partenaires ou au sein même d'une grande organisation, ça ne fonctionne pas en général. Et donc il faut favoriser la capacité à échanger la donnée entre directions, parce qu'effectivement il y a des visions très silotées souvent, mais aussi entre partenaires. Ouais. Alors forcément sur l'open data on a une petite longueur d'avance, mais ça fait depuis longtemps, puisqu'on a cette mutualisation avec le département et la région qui est vraiment une singularité au niveau national, d'avoir la métropole, le département et la région depuis 2014, enfin 2012 même initialement. On partage une plateforme commune et donc on a cette politique de libération de la donnée publique, non sensible, qui est quand même assez active et qui est quand même assez remarquable au niveau national. On continue, on arrive à plus de 1000 jeux de données. Et on voit, je vais prendre un exemple très concret, Nantes dans ma poche, si vous connaissez une petite application qui rend la vie la ville ou la vie dans la ville au quotidien plus facile, on n'aurait pas pu la sortir, on a travaillé avec Orange sur ce projet-là, si on n'avait pas libéré nos données très en amont, ou alors on aurait mis beaucoup plus de temps.
Ça veut bien dire que même nous, les premiers consommateurs de la donnée, c'est en interne. Il y avait une expression pas très belle qui était en fait le premier à bouffer leurs données, c'est les métropoles, c'est les collectivités, avant même de voir les données. C'était Liberty qui sortait ça à l'époque. Et je trouve que c'était un peu agressif, mais ceci étant, ça veut bien dire que la plupart du temps, on essaye d'essayer de libérer les données des collectivités pour les rendre accessibles, pour créer de l'innovation et des nouveaux services, alors qu'en fait, on devrait plutôt travailler en interne, comme vous dites, pour faire en sorte que les services entre eux puissent libérer et manger leurs données en priorité avant de pouvoir la donner aux autres. Et je trouve qu'on n'est pas encore, même si on avance, on est encore loin d'être exemplaire sur ce sujet-là, et je ne connais pas une collectivité qui, à un moment donné, en interne, a vraiment mis en place c'est ce principe de libération, de qualification, de faire en sorte que sa donnée en tant que telle soit exploitable par un autre service. C'est déjà le premier pas, mais je vous jure que c'est un grand pas au niveau des collectivités. Alors je pense que c'est plus simple sur des petites collectivités. On commence à être des collectivités où on a des divisions qui sont un peu lourdes, un peu grosses, ça commence à être compliqué. Donc on a un vrai travail, c'est-à-dire qu'on a mis en place des processus et la charte aide, mais on en est vraiment qu'au début et là il faut rester humble parce que c'est pas facile de faire changer, c'est facile de le dire en fait dans les présentations, mais dans les faits c'est pas si facile que ça et d'avoir des démonstrateurs en interne qui fait que ça marche. Nous, dans le cadre de nos missions, on le constate effectivement parce que dans les freins qui peuvent exister par rapport au partage de données entre directions, il y a le fait que les différents métiers des différentes directions peuvent ne pas avoir la même définition d'une donnée en particulier ou d'une façon de décrire tel ou tel type de données, et dès lors qu'on est dans ce cas-là, c'est difficile de la partager. Un autre point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le 10e principe de la charte, pour lequel j'avais presque envie d'enlever en fait le 0 et de ne laisser que le 1, parce que c'est le principe qui correspond aux expérimentations. Et je voulais savoir, avant de rebondir un peu sur ce principe-là, est-ce que suite à la mise en place de la charte, vous avez déjà constaté qu'il y a de nouvelles expérimentations qui ont été facilitées grâce à ce principe dans la charte? Alors il y en a, pour tout vous dire, je vais vous en citer 3. En plus, elles me tiennent vraiment à cœur. La première, c'est une expérimentation sur le menu des cantines, sur les cantines, pardon. À Nantes, on a une chance, c'est qu'on a 110 écoles, et on a la chance, c'est que jusqu'à 9h30, les parents peuvent dire si leur enfant mange ou pas à la cantine le midi. C'est une vraie liberté, et c'est quelque chose d'assez intéressant. La problématique, c'est que bien souvent, jusqu'au dernier moment, les plats sont déjà préparés, et il y a forcément du gâchis alimentaire, qui n'est pas du gâchis, parce que c'est réinjecté dans des cercles vertueux avec des associations, mais quand même, c'est-à-dire qu'on produit plus qu'il ne faut. Et donc on a mis grâce à cette charte-là, on a un projet qui est parti pour justement utiliser une intelligence artificielle qui va prédire, avec tout un tas de données qui sont des données internes à nous, que depuis combien de temps ça fait 5 ans, on a 5 ans de stockage de combien de repas ont été servis, et qu'on va croiser avec forcément des données sur la météo, des données sur des pics de pandémie sur la grippe, sur des données sur des fêtes religieuses, etc., qui font qu'on va peut-être anticiper, on a 15, 20, 10% d'erreurs par rapport à ce jour-là. Donc là, c'est parce qu'on a libéré en particulier toutes ces 5 ans et qu'on a mis à disposition et structuré, parce que c'était pas forcément évident, parce que les gens des cantines ils disent on n'a jamais fait ça, quoi. Donc il y a un travail effectivement d'aller rechercher cette donnée, de la qualifier et de la rendre accessible, et on va sortir cette expérimentation d'ici peu. Une deuxième, c'est sur on l'a appelé le juste prix du mobilier, qu'on a travaillé avec le collectif Naonedia, dans lequel on est allé croiser et crawler beaucoup de données sur l'immobilier pour faire en sorte de se dire combien vaut mon appartement, mon bien aujourd'hui en location, en propriété, aujourd'hui et dans 3 ans. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a déjà de la surévaluation, souvent par le jeu tout simplement des agences commerciales, etc. Donc là, c'est de revenir au juste prix, le prix marché, et surtout d'avoir une prévision sur les 3 ans. Parce que dans 3 ans, on a le schéma de plan territorial, urbaniste qui se met en place. On sait qu'on va avoir une école ou pas, on sait qu'on va avoir un bâtiment à côté ou pas. Et donc le bâtiment va faire des projections d'ombre ou pas. Donc tous les schémas territoriaux que nous on a sur le développement de la ville, ils vont aider pour justement faire en sorte de savoir si votre bien il va prendre de la valeur ou il va en perdre. Donc il est déjà en ligne, celui-ci, on l'a travaillé avec un collectif de Naonedia, des entreprises, et donc on a, nous, été, d'un point de vue urbain, libéré beaucoup de données, enfin structuré, libéré beaucoup de données, et c'est la charte qui a poussé effectivement le fait de dire on veut de l'expérimentation, donc il faut à un moment donné en interne travailler cette donnée-là et la rendre accessible, parce que les gens ont besoin de cette donnée pour avoir ces prévisions.
Et le dernier qui est un peu particulier, alors celui-ci il n'est pas forcément lié au collectif, mais à la charte, c'est le surendettement. C'est un projet qui est porté par une banque, la Banque Populaire Grand Ouest, et un collectif, encore une fois, sur la fondation de l'université, où là, c'est vraiment d'aller travailler sur les ressorts sociologiques et psychologiques des surendettés, et de faire une étude très en amont, sociologique, territoriale, pour essayer, non pas d'éviter, parce que en fait, on a mis le titre plus jamais de surendettement, mais c'est pas possible, mais en tout cas, essayer de comprendre quels sont les ressorts qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une situation de surendettement qui est parfois critique, tellement critique que parfois les gens se suicident, pour essayer de comprendre comment ces gens-là arrivent au surendettement, mais surtout qu'est-ce qui les pousse à faire en sorte qu'ils mettent de la priorité dans leur crédit. Et se dire que le crédit automobile, il est moins important que le crédit sur lequel j'ai déjà pris le crédit pour financer, pour éviter justement au niveau de l'énergie d'être coupé à l'eau à EDF, et puis je suis dans cette logique de surcrédit. Parce qu'en fait, personne ne sait comment expliquer la fuite en avant des surendettements. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on aurait pu travailler juste sur les trajectoires données des surendettés bancaires en travaillant sur la banque. Et là, on va au-delà puisqu'on va plutôt aller réinterroger les sciences humaines et sociales pour très en amont essayer de comprendre comment on arrive à des situations de surendettement d'un point de vue psychologique et sociologique. Donc ce projet-là, voilà, il est rendu possible aussi parce que ces gens-là sont co-signataires de la charte. Et mettre en place effectivement ce principe de se dire nous on rend accessible et visible cette donnée pour les gens qui savent faire les algorithmes pour une expérimentation territoriale. Moi je trouve ça très intéressant ces trois exemples-là parce que je sais que nous ce qu'on pousse quand on accompagne des clients, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, c'est que pourquoi et dans quel intérêt est-ce qu'on manipule de la donnée, il faut vraiment se dire qu'on le fait pour résoudre des problèmes concrets, des points de douleur et non pas tomber éventuellement dans le piège de dire on va mettre une gouvernance des données, on va définir des principes très incantatoires et finalement ne pas savoir exactement pourquoi on le fait. Et vraiment repartir de ce qui marche pas ou de ce qu'on pourrait faire mieux sur ce champ-là, il y a plein de choses à faire encore, que ce soit dans les collectivités ou dans les organisations privées, quoi. Et notamment pour les citoyens, par rapport au périmètre de compétences d'une collectivité, on peut toujours se demander comment est-ce qu'on pourrait répondre plus facilement ou plus vite à telle question que le citoyen pourrait se poser, et c'est là où c'est effectivement intéressant de raisonner expérimentation et donc vraiment cas d'usage. Voilà. Alors, sur ce sujet, sur le citoyen, j'aime bien aussi parce qu'en fait, des fois, on confond les choses. Nous, ce qu'on observe sur les citoyens, c'est ce qu'ils veulent, c'est les comptes rendus, par exemple, de tout un tas de décisions administratives ou politico, où telle décision a été prise. Donc, on voit bien tout ce qui est les conseils, les comptes rendus de conseils municipaux, tout ça, ça va. Mais en fait, c'est quasiment inaccessible, parce qu'on est sur de la donnée non structurée, on est sur la donnée textuelle, et là, on arrive à un point dans lequel on se joue. Est-ce que ça, c'est dans une logique de structuration, d'ouverture de la donnée ? Mais si on ne donne pas les moyens à un moment donné d'aller chercher, alors on a mis des moteurs, etc., on a mis de l'indexation, et en fait, on se rend compte que le pire, c'était les journalistes qui nous demandaient jusqu'à présent, on veut la répartition des subventions aux associations. Ça intéresse fortement les journalistes. On a fait le travail, mais un travail de fou. Parce que c'est quelques lignes de structuration pour rendre, et du coup, il n'est plus du tout utilisé. Donc on a une vraie frustration, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'énergie en interne pour structurer cette donnée-là, et elle a été consultée, mais quasiment jamais. Donc moi, à chaque fois que je vois un journaliste, je leur dis maintenant, ayez au moins la gentillesse d'aller voir, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé en interne, mais tant que vous avez la transparence de ces données-là, et voilà, ça veut dire que là, des fois, on met beaucoup d'énergie pour une demande qui peut paraître légitime, et on sait que parfois, certains recherchent dans les comptes rendus certaines décisions qui ont été prises, et les moteurs de recherche ne répondent pas. Mais comme vous dites, on n'arrive pas à savoir quel type, ou alors il faudrait classifier, et c'est assez compliqué. Sur tout ce qui est la donnée textuelle, c'est dans les collectivités, c'est assez compliqué en fait d'avoir une approche un peu rationnelle et efficiente, orientée usager. C'est vraiment compliqué. Par contre, sur tout le reste de la donnée, c'est plus facile, la donnée qui n'est pas structurée. Donc la donnée structurée dans lesquelles on a des finalités énergie, qualité de l'air, pollution, tout ça, c'est beaucoup plus facile en fait à essayer d'avoir un objectif qui crée du sens, voire pourquoi pas une restitution citoyenne sur l'espace public qui va encore plus sublimer la donnée, comme on dit, parce qu'elle a un vrai rôle, soit de sensibilisation, soit d'alerte, etc. Là, ça c'est sûr que là c'est le plus facile, quoi. Je ne sais pas s'il nous reste encore un dernier point à aborder qui peut être intéressant sur le sujet de la transparence des algorithmes. Ouais, j'ai oublié deux principes, parce que je ne voudrais pas partir sans terminer les deux autres principes. Ouais.
Sur la transparence des algorithmes, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Je sais que quand parfois je présente ce qu'on peut faire et ce qu'on doit plutôt éviter dans une stratégie donnée, dans ce qu'on doit éviter, parfois je cite le fait d'utiliser des solutions opaques parce que c'est pas toujours vrai, mais parfois il est très important de pouvoir comprendre comment et pourquoi finalement tel algorithme nous donne tel résultat. Si je donne un exemple, c'est que par exemple dans des salles de marché maintenant on est obligé d'enregistrer les conversations des personnes qui sont dans les salles de marché. Il y a du speech to text, ensuite ça peut être travaillé et ingurgité par un algorithme qui peut ressortir des alertes, et quand il y a des alertes qui sont ressorties, il faut comprendre comment l'algorithme a fonctionné et donc qu'il soit ouvert parce que voilà, c'est important de comprendre si l'alerte elle est fondée ou pas, et c'est aussi valable évidemment pour certains cas d'usage des collectivités, et je vous laisse peut-être en parler. Oui, alors sur la transparence, un élément qui est important, c'est que il faut, et je pense que Parcoursup nous a bien montré la limite du système où dans lesquels on veut rendre opaque des critères. En fait, c'est les critères qu'on veut savoir, c'est quoi la formule qu'il y a Parcoursup. Et en fait, nous, on était en pleine rêve quand Parcoursup, toutes ces histoires sont... Alors moi, je suis universitaire aussi, donc ça m'a d'autant plus alerté parce que je trouvais ça complètement dingue sur Parcoursup qu'on puisse pas expliciter l'algorithme. Et donc nous, de fait, cette transparence sur la publication à la fois des critères qui vont prendre des décisions automatiques. Je prends le plus simple, c'est la tarification sociale de l'eau. À Nantes, solidaire, pardon, c'est pareil. Solidaire de l'eau, à Nantes, effectivement, on a des critères qui permettent à un moment donné d'avoir des tarifications différentes, étant donné votre situation. Cette formule-là, c'est une formule, elle est rendue explicite de fait, mais on va plus loin, puisqu'il faut rendre aussi explicite l'algorithme qui implémente donc le code. Donc on publie aussi le code, parce qu'on peut très bien se dire ça, c'est la formule qu'on a votée en conseil métropolitain ou conseil... Et puis en fait, c'est pas vraiment celle-ci qui est implémentée dans le code. Donc publication des algorithmes. Et sur l'IA, c'est quelque chose qui est quand même assez redoutable, même si c'est pareil une évidence, on s'est interdit l'utilisation d'une intelligence artificielle qui prendra des décisions automatiques sur des cas individuels. L'exemple, on pourrait très bien avoir une IA qui va s'entraîner, il va nous sortir la meilleure formule de tarification sociale de l'eau par rapport à tout ce qu'on fait depuis 10 ans. Et donc l'IA sera meilleure que ce qu'on peut faire. Je vous jure qu'elle sera meilleure. Parce que justement, il y a 10 ans d'expertise, 10 ans de tarification qui est en fait ni plus ni moins qu'une application d'une expertise humaine sur un ensemble de cas. Et aujourd'hui, l'IA, elle va apprendre automatiquement, puis un nouveau cas qui arrive, c'est celle-ci. La différence près, c'est que l'IA, elle va s'auto-renforcer et elle va créer en fait quelque chose qui sera plus adapté. Et on ne veut pas laisser ça. On ne veut pas qu'à un moment donné, quelqu'un arrive, décrit sa situation et automatiquement, l'IA va lui dire, toi, ta tarification, c'est celle-ci. Non, on veut à un moment donné que le processus il puisse passer aussi. C'est une aide à la décision, mais il n'y a pas une décision automatique et donc intégration dans les processus administratifs aujourd'hui. Ça peut paraître simple, mais on est la première métropole à l'avoir posé et voté. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Donc on ne s'interdit pas l'utilisation d'IA pour nous aider à décider sur plein de sujets, et on va le faire. Les écoles, on le fait. Par contre, on s'interdit sur des prises de décision automatiques qui vont être intégrées dans nos workflows, dans nos processus administratifs classiques. Et juste pour terminer, et ça sera le mot de la fin, je tiens aussi à dire que cette charte-là, qui est maintenant un service, elle est déclinée maintenant sous forme d'objet. Peut-être qu'elle va être déclinée sur des thématiques, c'est-à-dire que dans l'énergie, peut-être qu'on va aller reprendre la charte et peut-être aller un peu plus précisément. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inspiré aussi une vraie collaboration avec Montréal, puisqu'en fait Montréal vient de sortir sa charte aussi, c'était au mois de juin, et donc on l'a co-travaillé ensemble. Donc Montréal s'est inspiré de ce qu'on a fait, voire il y a même des bouts de texte, c'est les mêmes, donc c'est nous qui les avons rédigés. Suite à un déplacement, on était là-bas, ils ont dû nous... Mais c'est très bien. Et on continue à travailler à Montréal sur certains sujets, et en particulier sur l'IA. L'idée, c'est qu'on puisse aussi travailler sur cette complémentarité entre une charte métropolitaine et des principes éthiques sur l'IA. Et là, il y a un petit cluster qui se forme même avec New York, qui sera intéressé, parce qu'on est assez en avance en fait sur cette prise de décision-là. Ah, c'est ça la fin là. Merci à vous. Merci.